Salut à tous, salut tout le monde, bienvenue dans ton émission Data Sport Talk. Aujourd'hui c'est la première, je me présente, je m'appelle Zakaria, vous pouvez m'appeler Zach tous ensemble, il n'y a pas de problème pour ça. Je suis data analyst et data scientist de métier et j'ai décidé de créer une émission en fait de football qui allait parler exclusivement de data. Tout simplement en fait, où on va analyser les matchs, on va essayer de voir en fait quels sont les leviers différents disponibles pour chaque entraîneur. Au travers de la data, on va voir comment on pourra donner des grains supplémentaires pour essayer d'alimenter en fait, notre réflexion autour des matchs, essayer de savoir comment la data pourrait nous donner des leviers d'analyse différents. Et voilà pourquoi aujourd'hui je propose cette émission. Donc c'est la première les gars, hein, c'est parti, let's go. Je pense qu'avec le temps ça va peut-être s'améliorer, parce que tu vois c'est que le début, donc je n'ai pas encore forcément très à l'aise avec l'exercice. Mais je pense que ça devrait aller avec le temps, tout simplement. Pour la première les gars, on va faire une analyse d'un match en fait très simple, où on va parler de Auxerre-Marseille, qui aura lieu samedi. On va parler aussi, on va faire pas mal de choses. Hein. Je vais vous parler d'algorithmes, je vais vous montrer comment on a un algorithme en fait super intéressant que je vais vous montrer là actuellement qu'on appelle un algorithme de Monte Carlo qui simule des scénarios et des scénarios avec différents scores, différentes possibilités. Bref, vous allez voir, c'est extraordinaire. Ensuite, je vais vous parler d'un joueur, on va faire un focus. Aujourd'hui, le focus, on va le faire sur Bilal Nadir, un joueur de Marseille qui pour moi est tellement sous-coté. Mais bon, qui va pouvoir, entre guillemets, je vais pouvoir vous donner en fait de la donnée pour que vous puissiez analyser ça et comprendre pourquoi aujourd'hui Bilal Nadir n'est pas titulaire et pourquoi il est remplaçant auprès des joueurs comme O'Reilly, Angel Gomez ou même Højbjerg, même si c'est pas forcément le même poste. Mais en tout cas, vous allez avoir des grilles de lecture différentes. Et ensuite, tout simplement, c'est une première, donc on s'attaque juste sur un match aujourd'hui. En commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Les gars, n'oubliez pas, hein, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez la cloche, tout ça et tout comme ça. Dès que les vidéos, elles vont s'accélérer parce qu'oubliez pas, là, il y a la CAN qui arrive. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, il y a le championnat de Ligue 1, il y a la Ligue des Champions. Enfin bref, les gars, il y a de la folie niveau football qui arrive. Donc franchement, abonnez-vous. Moi, je vais essayer au max de pouvoir vous satisfaire au niveau de la donnée. Et n'oubliez pas, si vous avez des idées, les gars, mettez en commentaire juste en bas. Demandez-moi ce que vous voulez que j'analyse. Si vous voulez je sais pas, par exemple, vous voulez que je mette un dictionnaire au niveau de la data, que je vous explique comment des algorithmes fonctionnent pour pouvoir calculer ces données-là, les méthodologies en clé, en question et tout. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, on va faire ça entre nous et très bien. Pour le premier match, comme je l'ai dit, j'analyse Auxerre-Marseille. Pourquoi? Marseille 3e, après une défaite à Lens et un match nul hier à Angers, ça va pas très très bien du côté de la Canebière. En plus, de toute façon, on a vu De Zerbi parler en conférence de presse où il ne décrète pas forcément encore l'état d'urgence, mais il est un peu dans le truc où il se pose des questions sur son style de jeu, tout ça et tout. Et ensuite Auxerre 17e. Qui est dans une situation inverse, hein, en fait, entre guillemets, qui surperforme pas. Les performances attendues, en fait, elles sont très faibles. Aujourd'hui, c'est une équipe qui elle gâche vraiment beaucoup d'occasions. Par exemple, Auxerre, sur les 10 XG, donc 10 expected goals, donc c'est-à-dire 10 buts qu'on attendait qu'elle marque. Aujourd'hui, elle en a mis que 7, donc ça le fait 3 buts en moins, donc ça lui cause aussi des points en moins, et elle se retrouve logiquement en bas du classement. Vous posez la question, pourquoi un match comme ça? Pourquoi aujourd'hui je prends le choix de faire Marseille-Auxerre, enfin Auxerre-Marseille plutôt, parce qu'il joue à la Baie des Champs samedi soir. En fait, tout simplement parce que pour moi, ce match-là, Auxerre peut créer la surprise. Tout simplement. Et donc, on va montrer par la donnée différentes grilles de lecture qui font qu'on va pouvoir évaluer le potentiel de Marseille, évaluer le potentiel d'Auxerre, et ensuite par l'algorithme de Monte Carlo, essayer de voir comment les différents scénarios peuvent s'articuler. On est parti pour la première. Bienvenue dans mon monde, bienvenue dans la data. C'est que du sport. La data n'est que le reflet de chiffres. Et bien sûr, le terrain reste la réalité. A tout de suite, les gars. Les gars, comme je vous l'ai dit, donc on va s'intéresser à Auxerre-Marseille. D'abord, on va commencer par un point au classement, en fait, tout simplement. On a Marseille qui est 3e, Auxerre qui est 17e. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un duel des extrêmes. On est vraiment sur des extrémités comme pas possible. Il y a une information qui est super importante. En fait, Marseille surperforme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Marseille, en fonction des résultats qu'elle avait, enfin entre guillemets, des résultats qu'elle a et des résultats escomptés au niveau data, normalement Marseille devait être premier du classement. Normalement, dans une logique de data. Par contre, bien sûr, dans le futur, on s'amusera à faire des classements fictifs en fonction de la data, en fonction de certains arguments et de certains attributs qui font qu'on va replacer en fait tout simplement les dominations des uns et des autres. Pour faire un dossier complet en fait sur Marseille, on est obligé d'analyser. Donc là, je vais utiliser des termes techniques, mais je vais aussi vous les expliquer. D'accord les gars? Donc on a ce qu'on appelle dans un dossier complet une condition de victoire, tout simplement. Donc on va parler de Marseille, son identité de jeu, l'animation offensive, l'animation défensive, les joueurs clés et donner quelques grilles de lecture supplémentaires. Pour les conditions de victoire de Marseille, notamment en termes d'analyse pure et simple. Aujourd'hui, Marseille en data, c'est quoi? En expected goal, Marseille, c'est 18,9. C'est-à-dire qu'entre guillemets, on attendrait de leur part qu'ils
que Marseille mettait 19 buts, entre guillemets. C'est pour ça qu'on dit un expected goal de 18,9, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des actions qui se sont présentées, Marseille s'est retrouvé dans une situation précise, à tel endroit, à tel moment, en fonction de tel placement du gardien, en fonction de plusieurs paramètres qui sont calculés pour ce qu'on appelle des XG aujourd'hui. Marseille devait être attendu à 18,9. En XGA, donc Marseille, c'est-à-dire en but contre, c'est-à-dire les buts que Marseille aurait dû prendre, on a 10,1. La différence de XG entre les deux, 18,9 moins 10, donc 18,9 buts que Marseille devait marquer contre 10 que Marseille devait encaisser, on a 8,8. Donc si on fait un calcul en termes de données par but attendu, c'est-à-dire que Marseille devrait être en capacité avec les XG de marquer 1,89 buts par match. Donc c'est-à-dire que Marseille est une équipe qui, avec ses XG, donc avec les actions qu'elle fournit, les différentes occasions qu'elle se crée, la manière dont c'est fait, Marseille doit marquer normalement 2 buts par match. C'est extraordinaire, c'est un niveau élite. Je pense qu'il faudrait que je fasse un calcul pour voir entre guillemets entre ce que cette année et l'année dernière, en fait, les différences qui s'étaient mises entre les deux. Mais en tout cas, voilà, pour vous dire que Marseille, c'est vraiment un niveau élite. Au niveau des buts concédés attendus par 90 minutes, donc c'est-à-dire normalement ce que les buts que Marseille devrait prendre toutes les 90 minutes, on est à 1. Donc on est sur des rapports de normalement Marseille devrait mettre 2 buts par match et en encaisser un seul. Un but encaissé, c'est solide. Voilà, c'est solide. Maintenant, on restera toujours. Je pense que n'importe quel coach attendrait des clean sheets de la part du gardien et ne pas encaisser ces buts-là. Par contre, je ne vais pas vous mentir, c'est quand même énorme. Donc si on fait la différence par match entre Marseille, ce qui devrait encaisser et marquer, on a 0,88. On est sur une série de 10 matchs, on est sur 6 victoires, 1 match nul, 3 défaites, on a 19 points. Les formes récentes, comme je l'ai dit, sur les 5 derniers matchs, on a une victoire. On a une défaite contre Lens et un match nul contre Angers. Même si pour les Marseillais, c'est une dynamique qui est très mauvaise, pour moi en tant que data analyst, c'est une très bonne dynamique. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des données qui vont nous prouver pourquoi Marseille est quand même sur une bonne dynamique, pourquoi Marseille joue. Maintenant, la problématique que Marseille a, c'est la problématique que tous les clubs rencontrent. C'est la différence entre la performance réelle et les performances dans les chiffres. Et je pense que Marseille a surperformé à un moment qui fait qu'on attendait beaucoup plus d'elle. Mais en fait, elle revient à un niveau qui est normal pour le sien, quoi, en fait. Mais qui lui permet aussi d'avoir de très bons retours. Dans l'identité de jeu, on est assez simple, hein, les gars. On est sur un 4-2-3-1, un 3-4-3. Voilà, c'est quelque chose d'assez hybride. Donc, on est sur une position en fait assez simple qui te permet d'avoir une base solide avec donc 2 pivots, avec 2 numéro 6, donc un qui est beaucoup plus marqué défensif, un beaucoup plus relayeur. Souvent, c'est Højbjerg qui joue ce rôle-là en fait, de milieu très défensif. Et on a ensuite Angel Gomez qui est beaucoup plus relayeur, qui se permet de partir plus ou moins vers l'avant, de pouvoir accompagner le jeu vers O'Reilly et d'alimenter en fait on va parler de l'attaque en fait tout simplement. Donc on est voilà sur des structures assez similaires. Donc 4-2-3-1, 4-2-3-1, 3-4-3, voilà, ça dépend en fonction de l'offensive. Souvent l'offensif on passe en 3-4-3. Un style qui est totalement en possession. Marseille c'est 60% de possession de balle. Donc on est sur un style de jeu en contrôle et en domination souvent. On est en passe progressive, c'est-à-dire entre guillemets des passes qui vont permettre de progresser. Donc c'est des passes qui sont faites dans le jeu qui permettent d'avancer. On est sur 500 en total en Ligue 1. C'est un jeu donc qui est orienté sur des passes tout simplement. Parce que si on prend en fait le ratio total et Ligue 1, Marseille est quasiment à 80% de passes progressives par match, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'en fait chaque passe qui est lancée, c'est des passes qui vont vers l'avant. Donc on est vraiment dans un jeu, l'image de leur logo, hein, les gars, enfin de leur comment dire ça, de leur credo, de leur crado, comme disait Pumba, c'est droit au but. Et je pense que dans les chiffres en fait ça se ressent. On est en conduite progressive. La conduite progressive en fait c'est intéressant les gars. Pour tous les Arabes qui vont regarder ça, en fait la conduite progressive c'est ce que les gens vous accusent vous d'être des persos. Plus une équipe a de conduite progressive, en fait, plus on est capable dans la grille de lecture de se dire que dans l'effectif, il y a un joueur ou 2 ou 3, même si 3 ça fait beaucoup, qui porte la balle, qui l'emmène, qui fait beaucoup de terrain avec le ballon. Et en fait, moins on a de joueurs qui font de conduite progressive, donc dans la data qu'on appelle nous PRGC, moins on a de joueurs qui font de la conduite progressive, plus on est sur un jeu de passe, de déplacement et de tiki-taka, plus on a de joueurs qui font de la conduite progressive, forcément un plus grand taux de conduite progressive, ça veut dire que forcément il y a des joueurs qui prennent la balle. À Marseille, par exemple, si vous êtes
si vous êtes assez intelligent avec ce que je viens de vous dire et que vous arrivez à capter les matchs des Marseillais, tout ça et tout, Mason Greenwood. Greenwood, aujourd'hui, quand ça sort du côté de Geronimo Rulli, qui trouve Balerdi, qui s'oriente vers Murillo ou qui s'oriente soit vers Emerson, mais plus souvent vers Murillo, ou à notre latéral droit qui est présent ici, et puis qu'on trouve tout de suite Greenwood, on sait que Greenwood, quand il a le ballon, ça porte la balle sur 20, 30, 40 mètres. Ça va provoquer, ça va jouer les 1 contre 1, ça va essayer d'aller chercher les mecs dans les petits espaces, et ça va essayer, soit par un dédoublement de Murillo qui propose, entre guillemets ça, plus que Benjamin Pavard, mais bon, Murillo qui propose les dédoublements du côté droit pour permettre à Greenwood de rentrer. Et puis quand Pavard il est là aussi, il essaye, même si c'est dur, comme on dit. Monsieur Pavard, c'est très très dur, mais bon, on en parlera ça au fur et à mesure. Donc si on fait une analyse complète de Marseille et des forces marseillaises, on est sur une équipe qui marque beaucoup de buts, une équipe qui doit en marquer beaucoup plus. On est sur une équipe qui encaisse quand même des buts, un but par match, qui doit en encaisser, en fait, qui est dans une performance normale, en fait, au vu de la totalité, parce qu'on est sur un but encaissé, pas sur 30. Donc voilà, on est sur une équipe complète, une domination complète, une progression équilibrée, et qui fait que Marseille, entre guillemets, c'est une équipe aujourd'hui qui joue les premiers rôles, et au niveau de la data, ça le confirme, en fait, tout simplement. On a une grosse info, c'est la blessure d'Amine Gouiri. Bien sûr, on en parlera un jour de ça, parce qu'en fait, même si les Marseillais pensent qu'il n'était pas forcément fort, mais aujourd'hui, ça pose problème, notamment dans certaines données, pour les passes progressives, pour les conduites progressives, pour les actions menant à un but, pour les tirs menant à un but. Enfin, il y a pas mal de choses intéressantes avec Amine Gouiri, et les gens, je pense qu'ils se trompent vraiment dans l'analyse qu'ils ont de ce joueur-là, parce que je pense qu'en fait, ils comptent ce joueur-là à travers les buts qu'il marque, mais il faudrait le voir en fait au travers de la data. Mais dans la donnée, on aura l'occasion un jour, je ferai un spécial sur Amine Gouiri et ce qu'il peut apporter au niveau de Marseille. Donc voilà pour le dossier complet de Marseille en termes d'identité de jeu et de conditions de victoire. Maintenant, on va passer à l'animation offensive, l'animation défensive de Marseille, en fait, tout simplement, les gars. C'est parti. Bon, les mecs, comme je vous l'ai dit, l'animation offensive, elle est ce qu'elle est. Pour moi, elle est super. C'est comme je vous l'ai dit, voilà, elle a 18,9 donc en termes collectifs. Donc, on parle en termes collectifs d'abord. Donc, on est sur 18,9 XG depuis le début de la saison, donc ce qui fait entre guillemets 1,89 buts par match. Donc, c'est-à-dire qu'on attend de Marseille à ce qu'elle marque 2 buts et qu'on attendait de Marseille à ce qu'elle marque plus de 19 buts cette saison. C'est excellent. C'est le meilleur volume de Ligue 1. Il faut le rappeler, il faut le dire. Marseille, aujourd'hui, en termes de XG, c'est-à-dire en termes de buts attendus, c'est le meilleur volume de Ligue 1. Ça, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est dans le marbre, c'est écrit. Je ne suis pas supporter marseillais. Loin de là, pour ceux qui me connaissent, même, c'est peut-être même le contraire. Par contre, il faut reconnaître qu'en termes de données, Marseille aujourd'hui surperforme au niveau des XG attendus. Donc, c'est une équipe qui se crée pas mal d'occasions. Marseille a marqué 24 buts. Et c'est là, en fait, que ça devient intéressant dans ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire que Marseille est premier en XG avec 19 buts, mais Marseille a marqué 24 buts. Là, dans ta tête, tu te dis, mais attends, c'est bizarre. Comment Marseille est à 19 buts attendus, ils sont dans les premiers de Ligue 1 et a marqué 24 buts. En fait, c'est ce qu'on appelle le GF. Le GF, c'est quoi, en fait? C'est qu'on prend la définition entre ce qui a été marqué réellement et ce qui a été attendu au niveau de la data. Et on voit que Marseille, il a une différence de plus 4,1, donc 5. Donc si on prend, les gars, 19, 24, ok d'accord, donc 24 moins 19, les gars, c'est bon, quoi, on a fait quand même le CP, on sait comment le faire. Mais bref, en gros, voilà, il y a plus 5. Ce qu'on appelle le GF, donc la différence entre les deux, va faire en sorte qu'on puisse dire si une équipe, elle surperforme ou si une équipe, elle sous-performe. Marseille, dans le cas où on attend 19 buts de sa part, et que Marseille en a marqué 24. Donc on est bien dans quelque chose qui fait que Marseille surperforme plus qu'elle sous-performe. Quand tu surperformes, c'est là en fait qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'actuellement Marseille fait une défaite à Lens, fait un match nul contre Angers. Malgré ça, c'est quand même 3 buts sur les 2 derniers matchs, malgré une défaite et un match nul. Voilà, les gens souvent ils se disent ils rentrent dans les rangs. Rentrer dans les rangs, en fait, ça traverse cette donnée-là qu'on le dit. Donc en fait, quand on a une équipe qui a un GF qui est équivalent, on se dit elle a un GF, donc entre guillemets, ce qu'elle devait marquer, ce qu'elle a marqué, le delta entre les deux. En fait, on se dit ok, c'est bon, quoi, elle est dans son standard. Par contre, Marseille, là, il y a 19, alors que c'est déjà l'un des meilleurs de Ligue 1 en termes de XG. Et on a un delta entre le XG et les buts marqués, donc qu'on va qualifier de GF dans la data. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la data football. Donc son GF à plus 5. Donc la surperformance, elle est massive de l'Olympique de Marseille.
la principale source de la surperformance, c'est qu'on a une finition clinique de la part de Marseille. C'est-à-dire qu'ils marquent beaucoup plus que ce qu'on attend d'eux au niveau de la data. Notamment Mason Greenwood, qui a mis 7 buts, dont 3 penalties, qui a, lui, contrairement à son XG attendu, qui est à 2,9. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Donc en fait, on a Greenwood qui techniquement, en fonction des actions qu'il devrait avoir dans les endroits où il devait avoir, on est sur un total de XG à 3,9. Donc on entendait de lui 4 buts. Et on a Greenwood qui en met 7. Donc c'est-à-dire c'est une surperformance énorme. Pareil pour Robinho Vaz. Robinho Vaz aujourd'hui, il y a 4 buts forcément parce qu'il y a le doublé d'hier. Mais en fonction des situations dans lesquelles Robinho Vaz face au but se présente dans l'action dans laquelle il arrive, normalement Robinho Vaz doit être à 2,2 buts. Il ne doit pas être à 4. Il doit être à 2,2 buts. Du moins, c'est ce que la data dit. Et ensuite, on se retrouve avec 4 buts. Donc en fait, quand vous regardez les buts là qu'on vous a parlé, la différence, c'est Mason Greenwood et Robinho Vaz qui font en sorte que l'équipe de Marseille surperforme. Et pas dans quelque chose de réglo, ni sous-performe. Voilà, Marseille surperforme grâce à 2 buts de plus de Robinho Vaz et à 3 buts de plus de Mason Greenwood. Donc, ça, c'est super important. En termes de sous-performance, bien sûr, c'est une info majeure, mais pour un joueur absent, comme je l'ai dit, c'est Amine Gouiri. Amine Gouiri, en fonction de son match, de la totalité des matchs qu'il devait jouer, il devrait normalement marquer 1,9 buts par match. Donc 1,9 buts de XG attendu. Et là, il n'est qu'à un seul but. Je pense que c'est le but qui a marqué contre Metz. En plus, si j'ai le bon souvenir, c'était un samedi après-midi à 17h. Et voilà, on est dans quelque chose. On parle de gâchis. Désormais, entre guillemets, sa présence, elle manque quand même parce que voilà, un joueur avec un XG de 1,9 sur 10 matchs, ça voudrait dire que là, techniquement, Gouiri aurait eu 2 buts sur 10 matchs, même si c'est peu en termes de performance, mais ça aurait été quand même intéressant. Et il n'est pas très loin des autres parce que Mason Greenwood, techniquement, en termes de XG, il est à 3. Et aujourd'hui, il a 7 buts. Donc en fait, on a Mason Greenwood qui surperforme, on a Amine Gouiri qui sous-performe, et on a Robinho Vaz qui surperforme aussi. Et il aurait fallu que je fasse une étude peut-être sur Aubameyang parce que j'ai oublié de le mettre dessus, mais je pense qu'Aubameyang en fait est un joueur réglo tout simplement. Donc en fait il est dans ce qu'on attend de lui. En fait Aubameyang marque selon les XG. Donc Aubameyang c'est l'un des meilleurs joueurs pour analyser en termes de data. Ensuite on a une production offensive donc en termes de volume data. Donc on appelle des SCA. Là les gars on va rentrer un peu technique. Donc là il y a 2 types de data pour les productions offensives. On a la production donc on appelle la SCA et la production qu'on va appeler la GCA. La SCA c'est des actions menant à un tir. Donc, c'est toute action qui va être menée, qui va amener à un tir, tout simplement. Et ensuite, on a des GSA, c'est des actions menant à un but. Donc, il faut savoir que Marseille, aujourd'hui en SCA, donc toutes les actions qui vont mener à un tir, Marseille est à 271. Donc, depuis le début de l'année, il y a 271 actions qui mènent Marseille à un tir. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un volume qui est très élevé. Ça veut dire que dans un match, si on fait 271 divisé par 10, les gars, parce qu'il n'y a eu que 10 matchs de jouer en Ligue 1, Marseille se procure 27,1 actions menant à un tir. C'est énorme. C'est énorme ce qu'est en train de faire l'OM. Je ne vais pas vous mentir, c'est énorme à ce niveau-là. En GCA, les actions menant à un but. Donc là, c'est intéressant. Forcément, ce sera moins élevé parce que ce n'est pas des actions menant à un tir. Un tir ne mène pas à un but, comme on l'a dit. Marseille, aujourd'hui, en crée 42. Donc c'est un volume élite. Sur 10 matchs, ça fait 42. C'est-à-dire que Marseille se procure 4,2 actions menant à un but par match. Et dans ces 4,2, on a dit que Marseille se procurait 1,89 de XG par match. Donc en fait, Marseille se crée 4,2 actions menant à un but. Et dans ces 4,2 actions menant à un but, Marseille a un XG attendu de 2. C'est-à-dire que si Marseille marque tout le temps, chaque action menant à un but, c'est 4 buts par match actuellement. C'est 4 buts par match actuellement. Bien sûr, c'est du football, il y a la réalité du gardien d'en face, il y a la présence physique, tout ça et tout. Mais bon, en termes de chiffres, c'est déjà énorme. C'est énorme ce que Marseille propose en termes de volume élite. Franchement, c'est le volume très élevé des actions menant à un tir, des actions menant à un but, la surperformance de Mason Greenwood, la surperformance de Robinho Vaz. On a un collectif qui marque beaucoup plus de buts que ce qui est attendu dans la data. Non, il y a quelque chose qui est énorme. Par contre, et ça on va se le dire entre vous et moi les gars, quand on surperforme trop, à un moment la réalité elle nous rattrape, qui fait qu'en fait on revient à des standards beaucoup plus simples et qui fait que les gens disent qu'on est devenu nul et qui crée la situation qu'on a actuellement à Marseille avec
avec tous les critiques qui peuvent lui tomber dessus et toutes les critiques qui peuvent les abattre. Du niveau défensif, pareil, voilà les gars, on est donc sur 10 buts attendus, encaissés. Ils en ont encaissé 11, donc c'est-à-dire qu'entre guillemets, c'est très solide. C'est-à-dire que là, Marseille, il a encaissé un but de plus que ce qui devait être encaissé normalement. Je ne sais pas forcément sur quelle action donne la différence entre les 11 buts encaissés et les 10 buts normalement attendus par rapport au XG. Peut-être qu'hier, la tête de Aguerd qui relance l'attaquant de Angers qui a marqué. Enfin bref, il y a une analyse de la défense entre les deux qui a 0,9 d'écart. On est très léger sur les encaissements. La défense, elle reste quand même très solide. On a un gardien qui s'appelle Geronimo Rulli sur, entre guillemets, les matchs joués. Rulli, il y a un PSXG, c'est-à-dire, entre guillemets, c'est des post-shot XG. Donc, c'est-à-dire, c'est des buts qu'il a arrêtés, lui. Donc, c'est-à-dire, quand je dis but, c'est-à-dire que la data, elle prend en compte que l'attaquant, l'endroit où il se trouvait, au moment où il fait sa frappe, dans le contexte dans lequel il fait, si on prend cette action-là, on la multiplie par X 1000 occasions qui ressemblent à cette action-là, normalement, il y aurait un but. Et bien, Geronimo Rulli, lui, face à cette situation-là, a un PSXG de 1,3. C'est-à-dire que par match, Geronimo Rulli sort 1,3 buts attendus dans une logique mondiale. Aujourd'hui, quand on parle de PSXG d'un gardien à 1,3, les gars, on est sur des standards, dans des standards à la belge, dans des standards de performance de classe mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Geronimo Rulli crée des performances de classe mondiale en termes de PSXG. Sortir un but par match, les gars, c'est pas donné à tout le monde. Et ce qui permet en fait à Marseille de rester dans les matchs, ce qui permet à Marseille de pouvoir se relancer, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je vous l'ai dit qu'en fait, Geronimo Rulli, il y a son penchant de l'autre côté qui est Léon, à Auxerre, qui a plus ou moins les mêmes statistiques et qui est un gardien très très solide et qui va jouer un rôle très important dans le match de Auxerre contre Marseille. Mais en tout cas, voilà, Rulli sort des matchs extraordinaires par rapport en termes de PSXG. Et ça, c'est à noter et à remercier. Donc sur l'animation offensive, l'animation défensive, on a toutes les infos qu'il faut. On a un Marseille qui surperforme. La condition, ça va être bien sûr à Marseille de surperformer. Est-ce qu'ils en sont capables ou est-ce qu'ils vont continuer dans ce qu'ils font actuellement, donc de revenir à des standards plus ou moins normaux? Et ensuite, en phase défensive, on a un Marseille qui est équilibré, qui est dans ce qu'on attend de lui, en fait, tout simplement, avec un gardien de classe mondiale, hein, parce qu'en témoignent les 1,3 PSXG. On fait les joueurs clés de Marseille, les gars. On continue pour le suite de l'analyse. Pour la suite de l'analyse, les gars, comme je vous l'ai dit, donc on est sur les joueurs clés de Marseille, hein, les gars, comme je vous l'ai dit, Mason Greenwood, qui est ce qu'on appelle le hub offensif, en fait. C'est lui qui va récupérer la balle, qui va l'emmener à droite, à gauche, qui va l'emmener sur des trucs beaucoup plus grands. Hop là, on va replacer la caméra. Voilà, désolé les mecs. Et en fait, ensuite, on a ce qu'on appelle, hein, les gars, 7 buts, 3 passes décisifs. Il est numéro 1 en SCA, donc c'est-à-dire que Mason Greenwood, à Marseille, il est numéro 1 dans les actions menant à un tir. Donc c'est-à-dire que quand Mason Greenwood a le ballon, donc sur les 272 actions menant à un tir ou un peu plus, enfin non, c'est combien que j'avais dit 271 actions menant à un tir, on a Mason Greenwood qui représente 46, pas 46% en fait, qui en représente 46 sur les 271, c'est déjà énorme, c'est un chiffre énorme, et c'est ce qui lui permet en fait d'être numéro 1. Il est en ce qu'on appelle en PRGC, donc en passe progressive, il est impliqué sur 69 passes progressives, sur les 400 et quelques, donc il est impliqué dans tout en fait, il est impliqué dans tout, dans tous les buts, tout c'est vraiment lui, pourquoi on l'appelle le hub offensif, parce que c'est lui qui concentre l'ensemble des choses. On a Geronimo Rulli qu'on appelle le mur, donc comme je vous l'ai dit avec les 1,3 PSXG, donc c'est une performance décisive qui solidifie une défense déjà très bonne de base à travers les résultats. De toute façon on le voit, hein. Ils n'encaissent pas plus que ce qu'ils devaient encaisser, ils en encaissent 10, ils en encaissent 11, alors que techniquement ils devraient encaisser 10,1. Voilà, c'est correct, c'est très carré, franchement c'est super ce qu'ils proposent. On a ensuite on a ce qu'on appelle un Pierre-Emile Højbjerg, j'ai du mal à le dire en plus Højbjerg, franchement c'est un peu compliqué comme prénom. Maintenant, il est simple à dire, c'est juste moi qui a fourché, quoi. Qu'on appelle le métronome. Il est numéro 1 dans tout ce qui va être aussi passe progressive, donc il est à 60, il est à 9 en dessous de Mason Greenwood. C'est fou quand même avec Mason Greenwood, il est aussi haut dans les passes progressives et dans les conduites progressives. Bon, conduite progressive, je savais, parce que Mason Greenwood, c'est le ish de l'OM. Par contre, Pierre-Emile Højbjerg, en termes de passes progressives, c'est énorme quand même, à 60. On est sur 87,2% de passes réussies. On est sur un contrôle total du tempo. Alors que c'est un joueur, je ne vais pas vous mentir, moi quand je le regarde, il ne me fait pas bander. Hein. Tu vois, il est... franchement,
En fait, à chaque fois que je le regarde, je me dis, mais c'est quel genre de joueur un peu bizarre et tout. Enfin, moi, il me rend pas ouf. Mais par contre, en termes de data, on ne peut pas le contredire. En fait, ça reste quand même l'un des meilleurs joueurs de Marseille à ce niveau-là, hein. Et on a Robinho Vaz qui, avec ses 2 buts d'hier, remplace Bilal Nadir dans ce qu'on appelle, nous, l'agent du chaos en termes de data. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui va rentrer et qui va devenir joker offensif. Donc, il était dans le combat entre Robinho Vaz et Bilal Nadir sur 2 postes différents. Mais en termes de, vous savez, de joker décisif, en termes de remplaçant, on avait ça à l'époque à Manchester United avec Solskjaer. À chaque fois que Solskjaer est rentré, en fait, il faisait une dinguerie et ça tournait le match pour lui. Donc, je pense que même Solskjaer, il a fait une carrière de remplaçant comme ça, en fait. Il a toute sa carrière, il a joué remplaçant, en mode il a remplacé les mecs en place. C'était Andy Cole ou Dwight York à l'époque à Manchester. Et il rentrait, il tabassait tout le truc. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est un joueur en fait extraordinaire. Et ensuite, on a une conclusion donc sur le match, comme je vous l'ai dit, hein, tout simplement à faire, hein. Les gars, on a dit quoi? Marseille 4-2-3-1, dominant, dépendant de la meilleure création d'occasion de Ligue 1, 0,88 XG par match, donc XGD, donc de différence entre les XG et les buts encaissés, et les XGA, donc ce qui devrait encaisser et ce qui marque par match. On est sur une surperformance individuelle massive. C'est là le problème, en fait, c'est que la problématique que Marseille a, c'est qu'on n'est pas sur une surperformance collective avec plusieurs joueurs qui surperforment au niveau des buts et au niveau de leur action. On est vraiment sur quelque chose, en fait, qui est très individuel de manière massive, notamment Greenwood et Vaz, comme je vous l'ai dit, qui sont dans une surperformance en finition, et Geronimo Rulli qui surperforme en arrêt, en fait, qui est 1,3 donc PSXG par match. Les forces, une domination statistique, comme je vous l'ai dit en termes de XG, c'est simple. Une finition clinique, comme on l'a dit avec Robinho Vaz et Greenwood, avec plus 4 de GF, donc c'est-à-dire entre 2 différences entre les buts marqués réels et les buts qui devaient être mis en termes de XG. On a un gardien exceptionnel. Et les faiblesses, la paire de Gouiri, parce que je pense qu'une telle surperformance, elle est statistiquement difficile à maintenir sur 34 matchs, et qu'aujourd'hui, Amine Gouiri, en fait, peut permettre par son entrée, par son accomplissement entre guillemets au travers l'effectif marseillais, de combler, d'accompagner cette surperformance et de faire en sorte qu'elle passe un peu au travers. Et ça, les gars, c'est vraiment quelque chose en fait qui est intéressant au niveau de la data à soulever. Et c'est souvent le cas que c'est souvent le problème que j'ai avec les supporters de football basique. Supporters de football basique, nous aussi, des fois on regarde les matchs, les gars, on est cons. Mais bon, quand on travaille dans la data, nous, en fait, quand Marseille crée un effectif, il le crée avec une possibilité plus tard dans le futur de se dire, OK, en fonction de telle ou telle situation, telle personne va pouvoir me permettre de maintenir un certain degré de performance ou pas. Quand vous avez Mason Greenwood et Robinho Vaz qui surperforment, donc qui marquent beaucoup plus de buts que ce qu'ils devaient faire, créer beaucoup plus d'actions de ce qu'ils devraient faire normalement attendu dans la donnée, on sait qu'un jour ou l'autre, tout ça, ça va tomber, ça va ralentir. On le sait. Et quand on crée un effectif, en fait, on essaye de se dire, OK, si ce joueur-là, on fait des scénarios, il surperforme pendant 5 mois ou 2 mois, est-ce que tel ou tel joueur, il peut prendre le relais ou pas? Est-ce que demain, si tel remplaçant surperforme, est-ce que tel ou tel joueur peut prendre le relais? C'est comme ça qu'on construit un effectif. On ne le construit pas juste parce qu'on a pris sur FIFA, il a une note de 70, lui il a une note de 69, lui il court vite, lui il court pas vite. Non. Dire qu'en fait, on rentre dans des scénarios, on rentre dans des scénarios où on se dit, écoute, en fonction de la personne qu'on a ici, elle est bonne, elle n'est pas bonne. Si demain elle n'est pas bonne, est-ce que lui il peut lui permettre en fait d'avoir une donnée classique pour l'équipe? On crée des standards de données pour notre équipe où on s'attend entre guillemets à viser des objectifs à viser par match, des objectifs à viser à mi-saison au bout de 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs pour confirmer notre style de jeu. Aujourd'hui, quand on est Marseille, je pense que les passes progressives, les conduites progressives, les SCA, les GCA, donc c'est-à-dire les actions menant à un tir, les actions menant à une action de but ou des choses comme ça, en fait, aujourd'hui à Marseille, on se fixe en termes de données des objectifs, en fait. Au bout de 5 matchs, on doit avoir tant, au bout de 10 matchs, on doit avoir tant, au bout de 30 matchs, on doit avoir tant. Et en fait, cet objectif-là, en fait, te permet de donner une grille de lecture de ton jeu. Tout simplement, si aujourd'hui tu as une très bonne performance en passe progressive, donc ça sous-entend que le jeu choisi par Roberto De Zerbi en fait correspond à ce qu'il veut faire. Donc en termes de possession de balle, en termes de transition, de possession rapide, de possession lente, de possession de tempo, de la gestion du tempo, notamment à travers l'analyse des données des joueurs comme Højbjerg, Angel Gomez ou O'Reilly. On a en fait aussi la capacité de pouvoir des joueurs sur le côté comme Mason Greenwood qui ont aujourd'hui des conduites progressives, donc en fait de savoir nos schémas de sortie de balle de préférence, de savoir qui fait quoi en fait à tel moment, et la data vous permet ça.
La data vous permet en fait de connaître tout ça. Si vous analysez aujourd'hui la data sans avoir vu un match de Marseille cette année, en fait, vous vous rendez compte que le style de jeu en fait est très lisible. C'est vraiment lisible. Et le style de De Zerbi commence à sortir. Il est vraiment lisible et on arrive en fait à le faire. Maintenant, c'est comme je vous l'ai dit les gars, on a tous cru pouvoir arrêter Ronaldinho un jour ou Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Et quand on se retrouve en face de lui, on sait qu'il va à droite ou on sait qu'il va à gauche, mais on n'arrive pas à l'arrêter. C'est le football. Maintenant, on va essayer de voir Auxerre, pour voir comment Auxerre déjà Auxerre, à quoi ressemble Auxerre déjà de une, et comment Auxerre peut essayer de se défendre, en fait, tout simplement face à Marseille. C'est parti, les mecs. Donc, les mecs, comme je l'ai dit, on va essayer de voir Auxerre, hein, les gars, on va essayer de voir comment Auxerre peut se défendre. Donc, on va faire un peu plus rapide, même si on va essayer de prendre du temps quand même pour eux, mais on va voir, voilà, Auxerre, aujourd'hui, on est sur des expected goals de 10, on est sur 17 buts attendus encaissés, donc c'est-à-dire c'est vraiment une défense qui a beaucoup de mal. On est sur une différence de XG de 6,4, enfin en termes de toutes les 90 minutes. Donc techniquement en fait Auxerre, si on prend le calcul total de la donnée, Auxerre ça doit être un but par match en termes de data, c'est-à-dire on attend d'Auxerre à ce qu'il marque un but par match, mais on attend d'Auxerre qui encaisse 1,65 buts par match. Donc ça voudrait dire que si vous prenez ce que je vous ai dit, où Marseille en termes de data est attendu à 1,89 et que Auxerre est attendu à 1,65, qui est très faible. Hein. Donc on peut s'imaginer qu'aujourd'hui c'est un match qui va se passer à 2 buts du côté de Marseille. Je vais vous expliquer après plus tard, on parlera de Monte Carlo, mais on va voir. Et si on prend les XG du côté de comment on appelle ça, de Auxerre par but marqué, en fait on est sur un but et Marseille a lui la tendance en fonction de son XGA, donc les buts attendus encaissés par match, on est sur 1. Donc on est sur quelque chose en fait qui est quasiment équivalent. Donc en fait on a 2 XG qui s'affrontent et qui correspondent en fait. L'un doit encaisser 2, l'autre doit en marquer 2, l'un doit encaisser 1 et l'autre doit en encaisser 1 quoi, en fait tout simplement, ou en marquer 1 quoi tout simplement. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez intéressant et c'est quand même à voir. En termes de XGD, donc comme je vous l'ai dit, voilà, de différence attendue, on est sur 0,64, c'est le 17e de Ligue 1, donc c'est pas une équipe qui surperforme techniquement en termes de données attendues sur elle. La forme récente, c'est une dynamique qui est très négative. Voilà, sur les 5 derniers matchs, on est à 4 défaites et on est à 1 victoire et 4 défaites, donc sur les 5 derniers matchs. On a une identité de jeu qui est assez basique, donc un 5-4-1 pour une équipe qui défend forcément, qui se transforme en 3-4-3 en fonction d'une position un peu plus haute. Parce que forcément, les gars, 5-4-1, on a toujours 2 ailiers, 2 pistons en fait qui montent et qui descendent tout simplement. Donc, qui fait qu'on passe d'un 5-4-1 en position défensive à un 3-4-3 en position offensive. On a un style de bloc bas réactif sur 44,6% de possession de balle depuis le début de l'année. On est sur des transitions très rapides. Par contre, ça va être intéressant. Il y a des joueurs quand même intéressants. Vous allez voir, les gars. Je pense que Auxerre peut jouer, a une chance à jouer, même si la donnée n'est pas pour elle. Mais je pense qu'Auxerre a une chance à jouer. Donc, on a une transition très rapide. On a des passes progressives, donc comme je vous l'ai dit, à 283, des conduites progressives à 279 au total. Donc je ne vais pas vous mentir, vous voyez, une équipe qui subit beaucoup a souvent une conduite progressive énorme. C'est-à-dire qu'en fait, un joueur prend la balle et l'emmène au plus loin possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une donnée qui traduit en fait la difficulté de cette équipe-là pour pouvoir progresser par passe. Parce qu'en face, il y a un pressing énorme, en face, il y a des choses énormes qui sont face à elle. Donc, quand vous voyez cette donnée-là, en fait, de conduite progressive jumelée à la passe progressive, si vous voyez que les conduites progressives sont au-dessus des passes progressives ou équivalentes dessus, c'est qu'il y a une problématique, en fait, de sortie de balle, tout simplement. Ça voudrait dire qu'en fait, on a sur des joueurs que quand ils ont le ballon, c'est pas parce qu'ils sont perso, c'est pas parce qu'ils sont du quartier, c'est juste parce qu'en fait, quand ils ont la balle, ils trouvent pas de solution. Donc, ils sont obligés de porter le ballon, obligés de sortir un exploit pour essayer d'avancer un maximum. Là où des équipes comme Paris, Marseille ont un taux de passe progressif beaucoup plus élevé que des conduites progressives, on est sur Auxerre dans quelque chose qui est équilibré et qui traduit des difficultés de sortie de balle, des difficultés de pouvoir se projeter vers l'avant. Par contre, du fait que c'est une équipe qui joue en transition, forcément c'est une équipe qui porte la balle un peu plus que les autres. Même si c'est un peu, comment dire ça, en fait, c'est un peu bizarre de dire ça parce que souvent les gens, quand on dit transition, eux, ils ont l'impression qu'on balance un long ballon et puis donc forcément c'est une passe qui déboule sur une grande course. Non. Souvent, en fait, les jeux de transition, c'est souvent des conduites progressives de certains joueurs
qui termine par une passe pour aller en contre-attaque. C'est très rare, les gars, le ballon long qui part et qui va devant, en fait. Ça, même si c'est pratiqué tout le temps dans un match, aujourd'hui, c'est très rare. Faudrait d'ailleurs, dans la data, j'essaie d'avoir la proportion totale de ballons longs qui atterrissent et qui finissent en but ou en action qui mènent à un tir. Parce que ça, c'est des fausses croyances de balancer un bon ballon. Et d'ailleurs, Guardiola et tous ces coachs-là, aujourd'hui, ils ont tous voulu essayer de retirer, de repartir vers l'arrière, tout ça et tout, parce qu'en termes de data, en fait, c'est prouvé. C'est prouvé. En fait, il ne faut pas croire que les gens, ils ont changé le jeu parce qu'ils voulaient changer le jeu. Ils ont changé le jeu à cause de la data. Si aujourd'hui, on est capable de prouver par 1 plus B que le nombre de longs ballons qui sont balancés pour soi-disant finir sur une action. Vous voyez, on prend le ballon, on balance, kick and rush, là. On balance une tête, un deuxième ballon et puis on marque. Si cette data-là, elle ferait qu'on marque beaucoup plus de buts, bah, je pense qu'en fait, les coachs joueraient qu'à ça, les gars. Si aujourd'hui, on est parti du concept que la transition se passe par une conduite de balle progressive qui ensuite finit sur une action menant à un tir ou une action menant à un but, bah c'est qu'on a jugé qu'on a beaucoup plus de chances, en fait, quand on est une équipe en transition, du moins, quand on est en transition, de pouvoir sortir et de jouer cette transition-là de cette manière-là. Ne pas confondre la transition et le kick and rush. D'accord, les boys? En tout cas, ça, c'était une aparté par rapport à Auxerre. Donc, si on fait l'analyse globale de l'équipe, c'est une progression qui est équilibrée entre passe et conduite, comme je vous l'ai dit, mais c'est un manque de structure collective, tout simplement. En fait, Auxerre, aujourd'hui, manque de structure collective. On manque de schéma de sortie de balle. On a un jeu, on essaie de s'y tenir, mais on essaie aussi de survivre. Donc forcément, quand on a un gars qui porte le ballon, bah, c'est quelqu'un qui essaie de trouver un endroit où aller. En termes d'animation offensive, en tête, voilà, Auxerre, on est sur un XG à 10. Donc c'est une moyenne de 1 but par match, comme je vous l'ai dit. C'est un très faible volume. La différence, c'est que Auxerre devait en marquer 7. Auxerre en a marqué 7 des buts, mais Auxerre en a marqué 7, mais il devait en marquer 10, dans la logique. C'est là qu'en fait, on parle de sous-performance. Et en fait, quand on prend l'analyse de définition, donc entre le delta entre les GF, donc les buts marqués réels, et ce qu'on va appeler les XG entre les buts marqués qui étaient attendus, on a une sous-performance chronique en fait de la part de Auxerre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ces attaquants se retrouvent seuls face au but. Enfin, quand je dis seuls face au but, c'est un grand mot, attention, ils ne sont jamais seuls face au but parce que je pense qu'il y aurait un taux beaucoup plus élevé. Mais quand on dit voilà, quand ils se retrouvent face au but, il y a une sous-performance qui est chronique, pardon. Et cette sous-performance-là, en fait, elle a une source. Et la principale source, en fait, c'est le cumul des joueurs qui gâchent 3,5 buts depuis le début de la saison. Si je prends aujourd'hui, à part des exceptions, mais genre il y a plusieurs joueurs qui sont aujourd'hui à Auxerre qui devraient marquer 3,5 buts. J'ai pas forcément la donnée, d'ailleurs c'est une erreur de ma part, j'aurais dû la mettre dessus parce que j'ai oublié de la mettre. Mais il y a une inefficacité chronique en fait de la part des attaquants d'Auxerre, des joueurs d'Auxerre, qui aujourd'hui, certains devaient être à 4 buts, aujourd'hui ils ne le sont pas. Donc il y a une exception qui est Yacine Sinayoko, qui a 3 buts alors que lui, normalement, devait en marquer que 2,4. Bon, on va dire que tu es quand même sur un delta assez peu élevé, donc on est sur quelqu'un qui a qui est bon, qui est quand même efficace. On a une production offensive en fait en termes de volume, donc en action menant un tir de 179, donc ça veut dire qu'Auxerre par match se crée 17,9 actions menant à un tir. Aujourd'hui, c'est très faible dans un match parce que faudrait voir le ratio de la Ligue 1 en fait, il a combien, mais je sais que c'est très très faible par rapport à ça, même si c'est haut. Bon, on est entre 17, Marseille est entre un peu beaucoup plus même. Franchement, on l'avait dit, j'avais plus forcément le score en tête. On devrait regarder Marseille, c'était combien? Action menant à un but, action menant à un tir, ouais, d'accord, je comprends mieux. Marseille, on est sur 27. On est sur 27 actions menant à un tir par match. Et Auxerre, on est sur 17. Donc en fait, vous comprenez que forcément, si tu as 27 actions menant à un tir comparé à 17, tu as peut-être 10 chances de plus de marquer des buts, quoi, tout simplement. Sur les actions menant à un but, voilà, on est à 10, c'est aussi faible. En phase défensive, on est sur un XGA, donc but attendu concédé de 16,5, qui est très faible. Par contre, Auxerre en termes de GF, donc c'est-à-dire de buts réellement encaissés, ils sont à 16. Donc si on fait un calcul entre 16 et 16,5, il y a 0,5 buts de différence, donc c'est soit un ballon contré ou quelque chose comme ça en fait. Mais on va dire que c'est réglo. Donc en fait, Auxerre en termes de défense ne surperforme pas, ne sous-performe pas. En termes d'attaque, Auxerre sous-performe. Et c'est là que c'est intéressant. Il ne sous-performe pas à un XG trop élevé, mais il sous-performe, c'est-à-dire qu'entre guillemets, on devrait attendre d'Auxerre beaucoup plus de buts. Chose qui n'arrive pas en fait, tout simplement. Et Marseille, on devrait attendre de Marseille beaucoup moins de buts. Auxerre, quand on regarde, ils encaissent le nombre de buts, donc l'analyse de la défense, en fait, quand on la prend, elle est conforme. Elle est très faible. L'équipe, elle encaisse logiquement beaucoup de buts. Le gardien, Donovan Léon,
Sur 90 minutes jouées, il y a un PSXG de plus 1,4 qui est plus élevé que Geronimo Rulli. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, Léon, il fait des performances héroïques qui limitent les dégâts, en fait, tout simplement. Et ça, c'est le propre des gardiens des équipes qui se fait dominer. Par contre, je ne vais pas vous mentir, ce gardien-là, Donovan Léon, il faudrait qu'on en parle parce que pour moi, c'est un gardien tellement sous-coté. Il est tellement sous-coté, alors qu'il est extraordinaire. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait encore à Auxerre, avec tout le respect que j'ai pour Auxerre, parce que je pense que ce gardien-là, dans pas longtemps, il va y aller. Faudrait que Data Sport Talk, en fait, on s'intéresse aussi à Donovan Léon. On va essayer de parler de lui, essayer de voir un peu comment on pourrait l'analyser, le comparer à des styles différents, à des gardiens qui existent et tout. N'hésitez pas dans les commentaires aussi à mettre, vous, ce que vous pensez par rapport à ça. Et puis nous, derrière, on essaiera de faire au max, hein. Donc, comme je l'ai dit, les joueurs clés, donc pour Auxerre, Donovan Léon, 1,4, PSXG, donc par match, est essentiel. Il surperforme autant que Rulli, mais avec une moins bonne défense. Par contre, là, j'ai une idée qui me vient en tête. Je me dis, si Donovan Léon, il surperforme par rapport à Rulli. Enfin, il est équivalent par rapport à Rulli, 1,4 et Rulli, 1,3. Putain, ça veut dire que, en fait, Marseille concède autant de... En termes de difficulté, c'est-à-dire que si Donovan Léon sauve 1,4 but par match à Auxerre, et que Rulli sauve 1,3 but, et que si Auxerre, qui sous-performe, surperforme, et que Marseille, qui surperforme, sous-performe, je vous ai perdu, hein, les gars. Je sais que je vous ai perdu. Non, ça peut être extraordinaire. Je pense qu'Auxerre, il y a un quoi jouer. Les gars, je vous jure qu'Auxerre, il y a un quoi jouer. Surtout à domicile, il y a un quoi jouer. Bref, Yacine Sinayoko, pardon. C'est l'unique menace. Comme je vous l'ai dit, 3 buts. Numéro 1 dépasse des conduites progressives, 56. Comme je vous l'ai dit, tout repose sur lui. On a Kevin Danois, qui est un créateur beaucoup plus isolé, qui est co-numéro 1 en termes de SCA, donc c'est-à-dire qui crée des actions menant à un tir. Donc il en crée 22. Voilà, en passe progressif, il est à 43, mais c'est quelqu'un qui manque de soutien, qui essaye, mais qui manque de soutien. Et en fait, en termes de gâchis, comme je vous l'ai dit, voilà, des joueurs qui sous-performent. En fait, on a Casimir et Mara. Et c'est 0 but marqué cumulé pour 2,1 chacun. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend sur les matchs joués que Casimir et Mara ont marqué, techniquement, les deux seraient à 4 buts. Donc, 2 buts pour Casimir, 2 buts pour... Enfin, ouais, 2,1. Donc, 2 buts pour Casimir, 2 buts pour Mara. Et je pense qu'Auxerre, avec 4 buts de plus, Auxerre, c'est pas 17e du classement, c'est aujourd'hui dans le top, je dirais pas 10, mais ouais, peut-être top 10, peut-être top 15 ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est pas 17e, quoi. C'est pas dans les derniers du classement. Donc, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts, ok, d'accord. C'est une équipe qui est pas forcément très forte défensivement, ok, d'accord. Qui a un super gardien, qui est un super attaquant, qui a un milieu de terrain qui est très isolé, qui a du mal à créer. Pourtant, ils essayent, mais il manque beaucoup de soutien, en fait, ces milieux de terrain. Je pense qu'il y a une problématique au niveau du milieu de terrain. Et on a ce qu'on appelle un gâchis complet avec les attaquants qui loupent. Donc si on fait une récapitulative complet de Auxerre, donc on est sur un bloc bas en 5-4-1, qui survit via Léon et les transitions sur Sinayoko. La force, le gardien de Donovan Léon. La faiblesse, c'est une anémie offensive, des créations plus finition, donc on a une défense perméable et un manque de créateurs. Si on fait un verdict global, profil typique de relégable en fait, tout simplement, sauvé ponctuellement par son gardien. Donc, je ne vais pas vous mentir, si aujourd'hui Auxerre se maintient, c'est grâce à Donovan Léon ou ou à cause d'un miracle, en fait, tout simplement. À l'heure actuelle où je vous parle, c'est vraiment à l'heure actuelle où je vous parle. Là, on fait une analyse de match. Si vous souhaitez que je fasse une analyse complète du style de jeu, du style des joueurs, de qu'est-ce qui ne va pas dans telle ou telle équipe, dites-le moi, les gars. Franchement, avec plaisir, je pourrais le faire. Je le ferai rapidement. Si vous êtes supporter auxerrois, Marseille ou de n'importe quelle équipe, franchement, je peux faire ça très rapidement et faire en sorte que ça avance, en fait, tout simplement. Les duels clés dans le match. La finition marseillaise versus le gardien auxerrois, comme je vous l'ai dit. On a une surface, donc la zone du duel va jouer dans la surface d'Auxerre. C'est le duel central. L'OM surperforme, qui affronte Donovan Léon, qui est un héros, qui a 1,4 par match. Aujourd'hui, c'est un choc entre une efficacité offensive extrême, comme je vous l'ai dit à Marseille, et une performance de gardien héroïque. Si Léon ne réitère pas un match de très haut niveau, je ne vais pas vous mentir, Auxerre ne pourra pas suivre en fait l'efficacité marseillaise. Un deuxième duel, c'est le contrôle de Højbjerg versus les transitions donc de Danois vers Sinayoko, tout simplement en fait. Ça, c'est le cœur du jeu. Donc ça va être l'OM qui a environ 60% de possession de balle attendue, est en train d'imposer son tempo à l'extérieur au niveau d'Auxerre, soutenu par son public aussi, ça c'est bien à retenir. Donc Auxerre il sera plus confiant pour entre guillemets presser et lancer des transitions. Marseille devra neutraliser Kevin Danois, neutraliser Sinayoko,
Et reste la clé pour Marseille, en fait, l'avantage du Marseille en termes de contrôle. Mais Auxerre, je pense que dans la transition, elle est beaucoup plus menaçante, en fait. Et c'est là que, pour moi, Marseille serait peut-être en danger. Vraiment. Ça reste à voir, mais en tout cas, je pense qu'il y a un truc entre la bataille du milieu de terrain qui va avoir lieu. Est-ce que Auxerre va forcer Marseille à jouer d'une manière à atteindre la transition constante qui fait que même Marseille doit jouer en transition, donc forcer le style de l'équipe adverse à changer son jeu, imposer son tempo, imposer son rythme. Si Auxerre arrive à faire en sorte que Marseille ne soit plus dans une possibilité de pouvoir créer, mais dans une possibilité d'être dans une transition équivalente, je pense que Marseille se retrouve à perdre le match ou à faire match nul, c'est sûr et certain. Mais si maintenant Marseille garde le contrôle de la balle, reste très calme, prend son temps, attaque, un peu comme une équipe de handball en fait, qui rôde, qui tourne en fait, qui fait voilà, ça part de droite, ça revient à gauche, ça fait toutes ces choses-là et tout, je pense que derrière Marseille gagnera. Mais si Auxerre, par Kevin Danois et Yacine Sinayoko et un gardien héroïque en même temps, je pense vraiment qu'Auxerre peut leur faire du mal. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Le duel numéro 3, c'est une surcharge, hein, les gars, comme je vous l'ai dit. Hein. Greenwood, Murillo, côté droit, versus Digue, Mensah, du côté gauche à Auxerre. Le duel technique est important. Mason Greenwood, comme vous l'avez dit, on est là. Murillo, avantage Marseille. Il suffit de noyer le côté gauche pour se permettre de cumuler les centres, permettre à Greenwood de rentrer à l'intérieur, repartir à l'extérieur. Enfin, il y a pas mal de possibilités qui s'offrent à eux, mais je pense que ce côté-là, si Marseille, il y a un avantage qui est du côté de Marseille, en fait, au niveau des ailes, qui est assez énorme. Et ensuite, un duel numéro 4, c'est l'attaque de la GIR versus la défense de l'OM. N'oubliez pas, Auxerre, il joue à domicile, samedi soir, 21h, 1er novembre. Il y aura du monde, c'est du prime time. Voilà, Marseille, c'est le duel qui est plus impacté dans le milieu, entre guillemets. Bon, voilà, on a parlé de tout ça. L'équipe d'Auxerre, elle doit marquer un but. Marseille, elle doit encaisser un but techniquement en termes de données. Donc, en termes de données, on attend 1 XG Auxerre, 1 XG Marseille. Et on est sur quelque chose qui va se passer. N'oubliez pas, on est sur une équipe qui sous-performe en termes de données. Comme je vous l'ai dit, Auxerre. On est sur un gardien, Geronimo Rulli, qui sort un gros match. Donc, je pense que si Auxerre, elle n'a pas plus d'opportunités. Je pense qu'Auxerre, elle aura des opportunités. Mais si la finition elle n'est pas bonne et que Rulli sort ses 1,3 PSXG par match, dans ce match-là, je pense qu'Auxerre va galérer. Donc on va donner un avantage Marseille sur la totalité. Donc si on fait un récapitulatif, donc Donovan Léon, super important, Rulli aussi, super important, parce que le peu d'occasions qu'Auxerre ils auront en transition, je pense que Rulli va falloir qu'il sorte des trucs. On a Højbjerg au milieu de terrain qui doit pouvoir imposer le tempo, et s'il est incapable de le faire, pour moi, en fait, ils vont jouer dans le jeu d'Auxerre. Faut pas que Marseille rentre dans le jeu d'Auxerre. S'ils rentrent dans le jeu d'Auxerre, en fait, ils sont morts pour moi. Et ça va être la capacité à Auxerre de pouvoir, entre guillemets, surnager ce milieu de terrain et le forcer à jouer en transition, en fait, contre nature, à jouer contre nature. Et ensuite, après, on a le couloir droit, qui pour moi, il va être une zone de rupture pour Auxerre, parce que Murillo et Greenwood, en fait, sont au-dessus. Et c'est le couloir droit en fait qui fait la création offensive chez Marseille. Donc on a vu les stats de Greenwood, on a vu les stats qu'ils ont à ce niveau-là. Aujourd'hui, Greenwood c'est le hub offensif de Marseille. Et si ce couloir droit en fait il se retrouve surchargé du côté d'Auxerre, je pense que ça va être compliqué. Donc à Auxerre de travailler la défense pour essayer d'amener, pour éviter en fait cette surcharge que peut se présenter du côté droit Greenwood et Murillo sur le défenseur d'Auxerre. Par contre aussi, à Auxerre de pouvoir bloquer ce côté droit, mais aussi se relancer très vite. Donc cette faculté en fait à pouvoir descendre côté droit, mais pouvoir aussi relancer et jouer les transitions et forcer Marseille en fait à être dans une difficulté concrète. Chose que Angers a réussi à faire beaucoup de fois, même si Angers a eu beaucoup plus de fois le ballon que prévu. Mais en tout cas, voilà, ça reste extraordinaire. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, une fois qu'on a fait tout ça, je vais passer à ce qu'on appelle Monte Carlo, les gars. La simulation du match. On a tiré au sort 10 000 fois le match et on a eu 10 000 résultats différents. Je vais vous dire lesquels ressortaient plus, tout simplement. À toutes. Je vais vous parler d'un algorithme. Non. Les gars, je vais vous parler d'un algorithme qu'on appelle aujourd'hui Monte Carlo. Qu'est-ce que c'est Monte Carlo ? Monte Carlo, en fait, c'est... On prend un ensemble de données, donc d'une équipe ou d'une situation. Dans l'occurrence, on va parler du Monte Carlo dans le football. C'est un algorithme, en fait, qui est fait, que j'ai réalisé, où on prend l'ensemble des données statistiques d'une équipe, l'ensemble des données statistiques d'une autre, on les cumule et on fait jouer le match en fait plusieurs fois à l'algorithme en fait. Et c'est un algorithme qui va permettre de pouvoir créer ce qu'on va appeler différents scénarios et qui va nous donner une probabilité de pouvoir tomber sur un résultat en fonction des données qu'on a données, en fonction de la forme du moment, en fonction des joueurs, en fonction de tout. Et qui va nous permettre en fait d'avoir une réalité, pas une réalité, mais entre guillemets un tirage au sort et nous dire voilà combien de pourcentage tel score tombe ou telle chose tombe.
Les ingrédients en fait que j'ai pris, c'est le calcul des buts, les attentes des buts. Les gars, on est sur 2,30 à Marseille, donc on est basé sur une attaque à 1,89 et la défense de Auxerre à 1,65. Donc on a additionné les deux et on a vu l'ensemble donc du résultat. On a une attente de but d'Auxerre d'1,29 avec une AJ en attaque à 1 et une OM en défense à 1,01. Donc on a un total attendu les gars pour ce match de 3,59 buts par match. C'est-à-dire que dans ce match-là, l'algorithme il dit, en fonction de ce que tu m'as donné, en fonction de la donnée que tu m'as fournie, en fonction des codes que tu as réalisés sur Python, ce match-là doit se finir à 4 buts par 3,59 buts par match. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, si techniquement l'algorithme ne ment pas, on va pouvoir avoir du spectacle. Mais vous allez vous en rendre compte que ce n'est pas le score qu'il m'a choisi. Il m'a dit qu'il y avait une forte probabilité d'avoir 3,59 buts par match sur l'ensemble des matchs qui ont été joués et tirés au sort. C'est un peu comme lancer des dés, tout simplement. On prend un dé, on le lance 10 000 fois et on va calculer des scénarios qui fait que on tombe sur le numéro 6 combien de fois. Et là, en fait, il nous dit que pour Auxerre, et j'ai oublié de préciser, on a tourné le dé 10 000 fois. Donc j'ai fait 10 000 fois le match avec la data. La lecture classique, en fait, c'est que l'OM, elle reste favori, bien sûr à 56%. Donc elle a 56% de chances de gagner. L'avantage du terrain d'Auxerre, il change tout. La probabilité de victoire d'Auxerre, elle est plus que double. Elle passe de 9% à 22% du fait qu'elle joue à domicile. Et celle de Marseille, elle chute. Elle passait normalement de 73% en fonction de la data donnée à 56%. Celle que je vous ai dit juste avant. Le match nul, il y a également une grande possibilité de 22%. Les gars, sur les 10 000 tirages au sort que j'ai effectués, en fait, on a une fréquence. L'algorithme, il me dit qu'à 9,8% de chance que ce match se finit par un match nul 1-1. Donc, l'algorithme, là, sur 10 000 matchs qu'il a tourné, il me dit, écoute, dans ton match que tu as lancé, avec toutes les données que tu m'as données, ce que tu as calculé, il y a 9,8% de chance que le match se finisse en 1. Enfin, en match nul, 1-1. On a 9% de chance que l'OM gagne 2-1. On a 7% que l'OM gagne 3-1. On a 6,5% que l'OM et Auxerre se séparent sur un match nul 2-2. On a 6,4% que Auxerre gagne 1-0 et 5,7% que le match se finisse sur un match nul 3-3. Le scénario il change radicalement parce qu'en fait techniquement on partait sur 3,59 buts par match. Dans votre logique à vous humaine, c'est de se dire au vu des calculs, on finirait sur une victoire de Marseille 4-0, 3-0, 3-1 ou un truc comme ça. Mais là, en fait, on est plus sur du 1-1. L'algorithme, il me dit, avec ce que tu m'as donné, les conditions du match, les conditions de jeu, la forme récente, l'ensemble des scénarios qui ont été tournés. Donc, il faut savoir que l'algorithme, par exemple, quand il fait ses scénarios, il va essayer de voir aussi des scénarios différents de comment Højbjerg pourrait se comporter face à Danois, comment Sinayoko, en fonction des actions présentes, pourrait se comporter par rapport au gardien, en fonction de Sekou Mara et de, comment il s'appelle, Casimir, ce qu'ils ont raté, ils sont en sous-performance, mais est-ce que là, dans ce match-là, s'ils surperforment à tel moment. Donc voilà, tous les scénarios possibles, il y en a eu 10 000. Et dans les 10 000, il me dit que c'est 1-1 à 9,8%. C'est le plus gros pourcentage que j'ai en retour. Donc, l'algorithme de Monte-Carlo me dit que Marseille et Auxerre va finir à 1-1. Les victoires de l'OM, bien sûr, elles sont probables. 2-1, 3-1, c'est comme je vous l'ai dit, elles ont un gros taux. 2-1, 9%, 3-1, 7%. Donc, bien sûr qu'on est sur un avantage de Marseille. Par contre, l'algorithme me dit qu'un 1-1, c'est un bon score pour Auxerre à Marseille, à domicile. Je ne vais pas vous mentir, il y a quand même 6,4% que Auxerre gagne. 6,4% de scénarios tirés sur les 10 000 où Auxerre gagne le match 1-0. C'est un hold-up parfait. Et je vais vous donner le scénario du hold-up. Les données globales, elles sont plus nuancées. Comme je vous l'ai dit, on a une probabilité de victoire de Auxerre de 22% contre 56% pour Marseille. Auxerre n'est plus face à une montagne insurmontable. Elle reste un outsider clair. Et le hold-up, franchement, je ne vais pas vous mentir, il devient un scénario crédible. Mais vraiment crédible. Toujours basé sur les deux mêmes piliers. Le mur, qui est le gardien, Donovan Léon, et la lame, l'offensive, qu'on appelle Sinayoko. La stat, n'oubliez pas, Léon, comme je vous l'ai dit, il possède 1,4 PSXG par match, donc il est capable de sortir des actions. Pour qu'Auxerre existe,
Léon doit être l'homme du match. C'est une condition sine qua non. Donc, c'est-à-dire dans l'algorithme que j'ai créé sur les 10 000 scénarios qui ont eu lieu, qui me donne 6,4% de ces 10 000 scénarios, Auxerre vainqueur 1-0, la condition pour qu'Auxerre gagne 1-0, c'est que Donovan Léon il soit homme du match. C'est ce que l'algorithme dit. Une fois qu'il est homme du match, il faut qu'il soit homme du match, donc réitérer une performance héroïque et voler, écoutez, pas 1,3 ou 4 PSXG, mais là on volait 3. C'est-à-dire que Léon doit sortir quasiment 3 buts tout faits pour Marseille. Si Léon sort 3 buts tout faits pour Marseille, l'algorithme dit que Auxerre est en capacité de gagner, jumelé à Sinayogo. Un plan offensif qui se résume comme d'hab à une transition, comme on l'a dit. La défense de l'OM, elle n'est pas parfaite. Elle concède 1,01 XGA, donc but attendu contre par match. Auxerre aura sa chance. Et je pense que si demain on a Donovan Léon qui sort 3 actions de but claires et on a Sinayoko qui sort, qui met un but en fait tout simplement, c'est-à-dire qu'il devient efficace en fait, qui retrouve l'efficacité, Auxerre gagne le match 1-0. Donc la data nous dit 9,8% de chance de match nul entre Marseille et Auxerre. 9% Marseille 2-1, 7% Marseille 3-1, 6,5% match nul 2-2, 6,4% 1-0 Auxerre. Je ne vais pas vous mentir les gars, au vu de la forme actuelle, le match nul, je comprends pourquoi il me sort le match nul, l'algorithme. Clairement, je comprends pourquoi il me sort le match nul. Par contre, le 1-0 de Auxerre, il est capable. Après, je ne vais pas vous mentir, ça reste Marseille, ça fait quand même 2 matchs. Si Marseille fait un 3e match, ça va être le feu. Je vois quand même Marseille gagner 3-1. Moi, je suis plutôt partant pour le 7% à 3-1. Clairement. En tout cas, la simulation basée sur l'algorithme de Monte Carlo, vous avez découvert ça avec moi. Je pense que c'est quelque chose qu'on refera au plus souvent. Et non, c'est super intéressant. En plus, ça nous permet de voir comment l'algorithme peut essayer de travailler, comment essayer de matcher le truc, quoi. Donc, match nul, victoire Auxerre 1-0, match nul 1-1 ou victoire de Marseille 3-1. Faites votre choix, dites-le moi en commentaire, vous ce que vous en pensez. Et on va vérifier tout ça ensemble, hein, les gars. Comme je vous l'ai dit les mecs, voilà, donc on a pris l'ensemble de la donnée, on a fait en sorte en fait de trouver quelque chose d'intéressant pour vous analyser. Hein. Le match il n'est pas abondant, je ne vais pas vous mentir, mais je kiffe franchement Marseille-Auxerre, je pense que ça va être un match qui va pouvoir, entre guillemets, faire du bruit au niveau médiatique, tout ça et tout, parce que je pense qu'Auxerre a sa chance. Sa chance. Ah, galère. Bref, en tout cas, on a demandé en fait à l'algorithme ensuite de me donner le meilleur 11 en fonction de la data des deux équipes. Donc, pour Marseille, il part sur un 4-2-3-1 avec Rouli au but, Murillo à droite, Aguerd, Balerdi dans l'axe. Il voit Emerson, mais aussi il me propose Wea en faux pied. C'est un peu bizarre, mais il me propose Wea. Parce qu'il explique en fait qu'il y a beaucoup plus de chances pour Wea de créer en faux pied contre Auxerre du fait de la difficulté du milieu de terrain. Avec un Wea en fait qui, au lieu de monter du côté gauche comme Emerson le ferait souvent, en fait rentrer à l'intérieur pour créer un surplus au niveau du milieu de terrain et continuer en fait cette performance de possession de balle et de jeu possessif en fait, un peu comme Manchester City fait avec Guardiola. Donc voilà, ça c'est en réflexion. En tout cas, c'est ce que l'algorithme propose. Il me propose aussi au milieu de terrain Højbjerg, Gomez, O'Reilly, tout simplement. Un milieu droit Greenwood, à gauche Peixao et dans l'axe Robin Novas. Pas Aubameyang, parce qu'en fait il est en forme et l'algorithme dit en fait il ne faudrait pas se priver de quelqu'un qui surperforme actuellement. Bien sûr, ça restera toujours à De Zerbi de faire l'équipe, mais je pense que Robin Novas, avec la confiance qu'il a, il ne faudrait pas forcément le sortir et essayer de le faire. C'est ce que l'algorithme en tout cas me dit. Maintenant, l'objectif tactique, c'est comme on l'a dit, c'est pour que Marseille impose une domination. Malgré le contexte extérieur, il doit faire confiance à leur finition. Il faut que Marseille tue l'ambiance très vite. Il faut que Marseille tue le gardien très vite et qu'il gère les transitions de la GIA, comme on l'a dit. Pour Auxerre, le gardien, Léon, Senaya, Sierralta, Akpa et Ocho et Mensa en défense. Casimir à droite, on a Owusu et Danois au milieu de terrain. Et Loader, je pense, un truc comme ça. Désolé, je connais pas, j'ai pas vu un match d'Auxerre, les gars. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vu un seul match d'Auxerre cette année. Là, je parle vraiment d'Auxerre qu'avec la data, en fait. Je n'ai pas vu un match d'Auxerre. Juste là, je vous parle vraiment d'Auxerre avec la donnée. Donc, Loader et Sinayoko dans l'axe. Un bloc bas compact en termes de consignes, agressif sur les transitions, porté par le public, bien sûr, qui va jouer un rôle important, qui doit survivre grâce à le gardien Donovan Léon et utiliser l'énergie du stade pour pousser. Sinayoko, boum, but 1-0 et on ferme la balle. Comme je vous l'ai dit,
d'un plan tactique très simple du côté de Marseille. Donc, sortie de balle, contrôler le tempo pour gérer le public. Une progression, surcharge côté droit, comme je l'ai dit, Greenwood et Murillo. Finir vite, capitaliser sur la forme de Greenwood et Robin Novas. Plan tactique du côté d'Auxerre. Sortie de balle, soit un jeu long ou un jeu direct pour Sinayoko. Chercher des deuxièmes ballons. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, parce qu'il n'y a que ça à faire. Une défense, un bloc à 9 avec Mensah plus des ailiers pour gérer Greenwood et Murillo parce que c'est là en fait que tout part. Donc je pense que si Auxerre arrive à gérer ce côté-là, je pense pas qu'Auxerre enchaîne. Et les transitions, c'est le plan principal. Maximiser les occasions, les gars. Auxerre doit marquer, doit prendre, doit partir en compte tout ça et tout. C'est vraiment très simple, hein, les gars. Demain, dites-le moi en commentaire si vous le souhaitez. Je prends plus de temps sur une partie comme ça et moins sur une autre parce que je sais que forcément c'est un peu lent aussi de temps en temps parce que c'est de la donnée. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en tout cas. D'accord les mecs, on a fini avec Auxerre Marseille. Maintenant, je vais vous parler d'un joueur. On va faire un focus sur un mec que j'appelle Bilal Nadir. Enfin, qui s'appelle Bilal Nadir, pas que j'appelle. Et en fait, je vais vous expliquer pour moi, ce joueur-là, il est indispensable dans le jeu marseillais. Et je vais vous expliquer pourquoi ce joueur-là, il est indispensable. Et vous allez comprendre en fait. Si on calcule l'analyse de données de l'Olympique de Marseille, en fait, Bilal Nadir, il confirme que c'est l'agent du chaos par excellence. C'est celui, en fait, qui... Il mériterait même d'être titulaire. Mais je ne vais pas vous mentir, il ne peut pas encore être titulaire. Je vais vous expliquer pourquoi, mais bref. En tout cas, c'est celui qui, grâce à lui, en fait, l'équipe, elle vit sur une surperformance collective massive. C'est-à-dire qu'en fait, quand ce joueur-là, il est sur le terrain, des joueurs comme Greenwood ou comme d'autres joueurs, en fait, surperforment dans leur data. Et bizarrement, à chaque fois que Bilal Nadir est sur le terrain, il y a des datas qui existent et qui n'existaient pas avant. Par exemple, quand Bilal Nadir est sur le terrain, Greenwood, écoutez, hein, Greenwood, il passe de... C'est là où Greenwood, en fait, passe de ses 7 buts marqués, alors que normalement, il doit en marquer que 2,9. Quand Bilal Nadir est sur le terrain, et ça, c'est une donnée de fou, en fait, et c'est aussi, à contrario, mauvais à prendre en compte, c'est là où Rouli, il passe de 1,3 PSXG à 2,3 PSXG. C'est-à-dire que quand Bilal Nadir est sur le terrain, Greenwood, c'est un ballon d'or, et Geronimo Rouli, c'est le meilleur gardien du monde. Quand Bilal Nadir est sur le terrain. C'est une dinguerie de dire ça et c'est ce que la donnée elle nous dit. Dans ce contexte, le profil de Bilal Nadir, en fait, tu vois, bon, il n'a pas joué beaucoup de matchs, hein, c'est normal parce qu'il est remplaçant. Ça se précise. Pour moi, c'est une arme tactique unique que De Zerbi utilise et en fait, qui est devenu un agent du chaos. Robin Novas, hier, il est devenu lui-même l'agent du chaos, Robin Novas. Il l'a fait hier parce que Robin Novas, en rentrant contre Angers au Vélodrome, c'est lui en fait qui a été l'agent du chaos. C'est lui qui a fait en sorte que le match change. Il met 2 buts, crochet, son contrôle sur le but d'Angers, là, je crois le deuxième, extraordinaire. En plus, il s'excentre et tout. Enfin bref, Robin Novas hier, il a utilisé ce rôle-là. Par contre, ce que Bilal Nadir fait depuis le début de l'année, et moi en tant que spectateur, je me disais mais c'est bizarre qu'il joue pas titulaire en fait pour un joueur comme ça. Il doit jouer titulaire tout le temps et tout. En fait, il y a des problématiques qui s'expliquent et je vais vous expliquer pourquoi. Quand tu prends en fait Bilal Nadir, il a fait 7 apparitions, notamment 2 titulaires. Il a joué 231 minutes depuis le début de l'année. La performance, en fait, il a mis 0 but. Il a mis 3 passes décisives quand même, pour le peu de temps qu'il avait. Et il avait une production attendue donc de 0,3 PSXG, donc c'est-à-dire entre guillemets des buts attendus hors penalty, donc NPXG, et 0,9 en assist attendu. Donc il met 0 but, ce qui est normal en fait en fonction de 0,3 qui est attendu, et 0,9 passe décisive alors qu'en fait il en délivre 3. Donc il surperforme en passe décisive. Quand on analyse sa performance globale à Bilal Nadir, la surperformance de création en fait Nadir elle est massive. Il délivre ses passes décisives bien au-delà de ce que la qualité attendue de ses passes elle suggère. C'est-à-dire qu'en fait des passes qui à la base elles suggèrent pas une grande qualité à la vue, elles se transforment en passes décisives. Ces métriques en fait pour 90 minutes ils sont exceptionnels. Par exemple en termes de SCA, c'est-à-dire des actions menant à un tir, Bilal Nadir c'est 5 actions menant à un tir. Donc ce qui fait que sur 2 matchs, ça lui donnerait un ratio. Si on le faisait jouer titulaire sur tous les matchs, ça lui donnerait un ratio de 13 actions menant à un tir seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bilal Nadir dans une équipe, c'est 13 actions menant à un tir seul. Si on prenait la data. Je vous explique pourquoi. En termes de GSA, donc comme on l'a dit, de conduite de balle progressive, donc de GCA, donc les actions menant à un but, pardon. En termes d'actions menant à un but, aujourd'hui, Bilal Nadir, c'est 2,69. C'est-à-dire que si Bilal Nadir aujourd'hui, donc il met 3 passes décisives, était titulaire sur 10 matchs, la donnée nous dit que Bilal Nadir serait aujourd'hui à 7 passes décisives. Vous pouvez me dire ce que vous voulez les gars. Si Bilal Nadir était titulaire, la data elle dit qu'il serait à 7 passes décisives depuis le début du match.
Par contre, bien sûr, ça à prendre en compte dans une globalité avec la défense, tout ça et tout. Mais sur les données pures, ce joueur-là, aujourd'hui, est extraordinaire pour un remplaçant, pour quelqu'un qui rentre pour dynamiter le match. Et je pense que du côté de Walid Regragui, on devrait s'intéresser sur la capacité du joueur à rentrer et à dynamiser les matchs, notamment quand les défenses resserrées. Surtout les matchs que j'ai vus du Maroc, où cette équipe-là elle avait beaucoup de difficultés. Les matchs de Marseille aussi, où ces équipes-là ont beaucoup de difficultés face à des blocs très bas, très regroupés. Bilal Nadir aujourd'hui, en termes de données, est l'un des meilleurs à Marseille qui fait ça en fait, tout simplement. Vous pouvez me dire ce que vous voulez les gars, c'est dans la donnée, c'est le marbre. Que vous aimez ou pas le joueur, que vous appréciez ou pas le joueur. Et je suis algérien, je ne suis pas marocain. Mais en termes de données les gars, je ne vais pas vous mentir. Et j'ai pas de biais d'influence. Moi c'est la data pure. Aujourd'hui en termes de data, ce joueur-là doit être normalement à 7 passes décisives par match. Point. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il rentre dans un cadre, dans le groupe, comment réagit le groupe, comment la data évalue autour de lui et tout. Ça, bien sûr, on va en parler. Par contre, il demeure de très loin le joueur le plus impliqué dans les actions menant directement à un but par rapport à son temps de jeu. Quand Bilal Nadir joue, il y a des actions qui se mènent à un but très rapidement, très souvent même. Si on fait une analyse comparative, donc de Bilal Nadir avec les titulaires, aujourd'hui, on va comparer Nadir à des milieux créateurs, des relayeurs titulaires. Enfin, milieu créateur relayeur. Donc, on va prendre par rapport aux titulaires. Donc, Angel Gomez et O'Reilly, souvent. Bilal Nadir, il a 5 SCA tous les 90 minutes pour le peu de temps de jeu qu'il a. Donc, c'est-à-dire que Bilal Nadir crée 5 actions menant à un tir pour 90 minutes. Angel Gomez crée 3,69. Matt O'Reilly en crée 2,65. Donc, bien sûr qu'il rentre en fin de match, bien sûr qu'il rentre dans un contexte différent. La data, elle dit que Bilal Nadir, aujourd'hui, c'est 5 actions menant à un tir. Quand Angel Gomez, sur un match qui lui a un rôle de régulateur, en crée 3,69 et Matt O'Reilly en crée 2,65. Donc, je pense que Bilal Nadir, dans les actions menant à un tir, pourrait permettre à Marseille d'être moins dépendant de Mason Greenwood et de pouvoir partager le ballon avec lui et donc de pouvoir ouvrir aussi beaucoup plus de portes pour Péchao du côté gauche. C'est une réflexion à avoir que De Zerbi, je pense, a déjà eu. Par contre, on va vous prouver pourquoi aujourd'hui il n'est pas titulaire ou pas, mais on continue. En termes de GCA, donc d'action menant à un but, Bilal Nadir sur 90 minutes jouées, c'est 2,69 actions menant à un but. Quand pour Angel Gomez, c'est 0,46 et Matt O'Reilly, c'est 0,41. Angel Gomez est beaucoup plus défensif que vous voulez. Matt O'Reilly est beaucoup plus offensive. Donc, quand je vois qu'un Bilal Nadir crée 2,69 actions menant à un but sur 90 minutes et que O'Reilly, qui est un poste offensif, en crée que 0,41, la question se pose. Donc, on a des actions menant à un tir et des actions menant à un but du côté de Bilal Nadir sur 90 minutes, bien sûr, avec un temps de jeu moindre parce que c'est difficile à comparer. On a Matt O'Reilly et Angel Gomez qui jouent quasiment tous les matchs. Bilal Nadir qui joue quasiment pas les matchs et qui rentre en fait en totalité, ça fait peut-être quoi, 2 titularisations. Il faudrait se concentrer bien sûr sur les matchs où il a été titulaire pour pouvoir entre guillemets mettre en avant ça. Mais Bilal Nadir a une meilleure production offensive. Clair, dans le marbre, dans la data les gars. Pour les passes décisives attendues, c'est là qu'on voit que c'est plus compliqué et je comprends pourquoi en fait Monsieur De Zerbi met O'Reilly titulaire à la place de Bilal Nadir. C'est que Bilal Nadir en fait a 0,35 passes décisives, comme je vous l'ai dit, il surperforme en termes de passes décisives, mais en réalité, il est attendu à 0,35 passes décisives par match tous les 90 minutes, tandis qu'un O'Reilly propose 0,43. Donc en fait, on a un O'Reilly qui est performant de 0,7 ou 0,7 XAG, donc de passes décisives attendues par match, que Bilal Nadir. Et en temps de jeu, comme je vous l'ai dit, on a 2,6 pour Bilal Nadir, 6,5, 4,9 pour O'Reilly. Donc je ne vais pas vous mentir. Pour moi, en termes de création pure, la hiérarchie, elle est nette. Nadir, il les domine, clairement. Il les domine outrageusement même en termes d'implication directe dans les tirs et dans les buts. Par contre, en qualité attendue, c'est-à-dire que ce que créent les matchs, ce que créent réellement les matchs et pas ce que crée Bilal Nadir dans son euphorie ou ce que crée Mason Greenwood ou Robin Ovas dans leur euphorie. Donc, si on est un coach qui est rationnel, on se dit qu'en termes de qualité attendue réelle, O'Reilly, c'est le créateur attendu principal parmi les titulaires. Et en fait, il est suivi de très près par Bilal Nadir.
Et Gomez, on l'a pris pour faire la comparaison à 3, mais techniquement, il n'est pas là pour ça. Lui, il est là pour relayer, il n'est pas là forcément pour jouer à ce poste-là. Donc si on prend Bilal Nadir et Matt O'Reilly, Nadir aujourd'hui est remplaçant parce qu'un de Zerbi, dans sa vision des choses, dans sa vision du match, il se dit que Matt O'Reilly me propose une qualité réelle des matchs, de la réalité des matchs beaucoup plus saine et beaucoup plus élevée que ce que peut me proposer un Bilal Nadir. Par contre, un Bilal Nadir sur le terrain, tu le mets, c'est possible que c'est le feu. Les gars, c'était la première de Data Sport Talk. C'est pas parfait. N'hésitez pas à mettre des commentaires, liker, tourner, partager. Dites au peuple qu'on arrive, qu'on essaye de faire au maximum. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en bas. Et à la prochaine, hein, les gars. On va essayer de se faire plaisir, on va essayer de s'amuser. Hein. C'est la première, les gars. Soyez indulgents avec moi. Ah, ciao, ciao. Salut, salut.